travaillez avec un projet, les enfants des pas d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qui vous êtes, personnellement? Ouf, personnellement, qui je suis? Alors, de formation, je suis infirmière pédiatrique. Et intéressée par le sort des enfants dans les conflits, j'ai étudié la psychologie et la psychotraumatologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne le trauma des enfants dans les zones de conflit. Et c'est une formation que j'ai faite au cours de différentes années. Et pour en arriver aujourd'hui à pouvoir prendre la présidence de ce projet et à avoir eu la possibilité de travailler avec Véronique de Keyser à l'élaboration d'une méthodologie particulière pour la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles et des enfants nés du viol dans cette zone du sud Kivu, près de Panzi. Et si je me rappelle, vous avez commencé avec les enfants de Kaboumou, où pratiquement plus de 59 enfants ont été violés pendant une période très courte. Effectivement, c'était en 2015. Nous avons répondu à l'appel désespéré du docteur qui voyait arriver à l'hôpital de plus en plus d'enfants totalement dévastés. Et suite à l'opération chirurgicale, il était obligé d'envoyer les enfants dans leur famille le plus vite possible, sachant que ces enfants ne seraient probablement jamais réintégrés correctement dans leur famille, stigmatisés, culpabilisés, et que le sort de ces enfants était de n'avoir aucun avenir possible. Et le docteur nous a appelés, nous disant qu'est-ce qu'on peut faire avec ces enfants. Et c'est ainsi que Véronique de Keyser a eu l'idée de créer l'association en 2015 et que nous avons fait un premier voyage avec Isabelle Durand et Marie-Dominique Simonet, qui sont les membres fondateurs de cette association, afin d'identifier les besoins sur le terrain. Et suite à cette mission, nous avons pensé à une prise en charge de ces enfants dans leur village, avec une prise en charge bien particulière et holistique et adaptée au terrain. Et autour de vous, autour de ce que vous avez entamé, autant de projets, autant de partenaires aussi s'intéressent à la communauté dans ces contrées. Parce que déjà, le docteur Mukwege est en train de construire des maisons pour des familles qui sont regroupées dans des mutuelles de solidarité afin de pouvoir relever ces familles vulnérables et voir aussi si on peut pallier à ces problèmes donc des viols des enfants dans des maisons parce que les maisons étaient en lambeaux. Laisse-moi comprendre à peu près quelle est la philosophie qui vous mène et où est-ce que vous voulez en arriver à pouvoir aider ces enfants dans leur évolution? Alors, nous suivons exactement la démarche que la Fondation Panzi suit dans la mise en place de ces projets. C'est-à-dire que nous avons tout d'abord un volet de soutien psychologique. Alors, bien entendu, il n'est pas question de soutenir le psychologique sans soutenir le socio-économique, sans soutenir le médical et sans soutenir le juridique. Parce que tous ces 4 piliers sont intégrés et interconnectés. Et donc, pour le volet santé, malheureusement, nous sommes un petit projet avec peu de moyens. Et le volet santé, nous aidons à identifier s'il y a un problème de santé avant une prise en charge psychologique. Nous avons essayé d'introduire une visite médicale pour les enfants du projet. Malheureusement, la prévention, quand on a mal au ventre de faim, c'est compliqué. Et donc nous avons dû abandonner cette idée, mais le staff est formé à identifier des problèmes médicaux avant la prise en charge psychologique chez les enfants du programme. Si un enfant présente une maladie, nous encourageons les parents à prendre charge eux-mêmes, parce que notre but c'est l'autonomisation des communautés. Et donc, ici, j'interviens au niveau socio-économique. Nous encourageons les mamans à venir cuisiner lors des activités que nous organisons pour les enfants. Et avec l'argent qu'elles reçoivent en compensation de leur aide, nous les encourageons à donner en priorité cet argent à leurs besoins prioritaires. Ça peut être la santé de l'enfant, ça peut être la réparation d'un toit, mais
c'est très souvent le début d'une activité génératrice de revenus à long terme. Et donc ça, c'est le volet socio-économique sur lequel je parle avant de parler du volet psychologique qui est en fait le fondement de notre action. Et au niveau psychologique, nous prenons les enfants en charge à différents niveaux. Nous organisons la thérapie collective, thérapie de groupe, qui est à base de la thérapie par le jeu, où nous réunissons les enfants du village, enfin les enfants de notre programme, avec quelques enfants du village et quelques enfants, donc c'est des enfants victimes de violences sexuelles, des enfants nés du viol et des enfants du village. Et des enfants des villages. Ça permet d'intégrer ces enfants dans le village et qu'ils ne soient pas stigmatisés, qu'ils ne soient pas, voilà, ça ce sont les enfants qui vont à la plaine de jeu et du coup identifiés par toute la communauté comme enfants soit nés du viol, soit victimes de violences sexuelles. Et donc nous organisons ces plaines de jeu thérapeutiques sur une période de 3 ans. Parce qu'en fait, ces enfants victimes de violences sexuelles, nous les voyons le plus vite, le plus rapidement possible, car il est prouvé qu'une prise en charge rapide est beaucoup plus efficace. Mais nous devons de les prendre en charge sur du long terme. Nous ne savons pas aujourd'hui quelles vont être les conséquences pour un enfant d'un viol en si jeune âge. Nous savons que ça va laisser une trace, certainement au niveau corporel. Ces petites filles qui ont été tout à fait mutilées ne pourront probablement jamais devenir des mamans. Mais au niveau psychologique, nous savons que ça laissera probablement aussi des séquelles, mais nous ne savons pas lesquelles à ce jour. Et nous mettons tout en place pour que ces petites filles d'aujourd'hui puissent devenir des adultes responsables, avec un rôle dans la société qui ne sera probablement pas un rôle de maman, mais plutôt on essaye par la scolarisation et par l'encouragement à la scolarisation longue de les aider à devenir quelqu'un avec un métier. Et nous verrons à terme les séquelles qui seront éventuellement présentes ou pas. Alors, cette plaine de jeu thérapeutique a lieu sur 3 ans, avec des thèmes différents par année. La première année, nous travaillons plus sur le renforcement des ressources internes et externes, sur l'identité, sur l'attachement de l'enfant à sa maman et à sa communauté. La seconde année, on travaillera plus sur les émotions, la stigmatisation, la culpabilité, sur différents thèmes de cet ordre-là. Et la troisième année, nous travaillerons beaucoup plus sur l'histoire traumatique, parce que les enfants seront probablement plus renforcés. C'est important que l'enfant puisse intégrer cette histoire traumatique et sur un futur possible. Et chaque thème est illustré par des activités bien spécifiques, mais qui sont des activités de jeu. Alors, au cours de ces plaines de jeu, bien entendu, notre staff évalue les enfants et les observe et suivent ces observations par des visites à domicile. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les thérapies individuelles, c'est-à-dire que les plaines de jeu thérapeutiques ont lieu 2 fois par mois. 2 fois par mois. 2 fois par mois. Et les visites à domicile, chaque enfant est visité 2 fois par mois aussi, et plus si nécessaire. Donc ces visites à domicile sont l'occasion de voir si l'enfant est bien soigné dans son milieu, si les parents répondent correctement aux besoins de l'enfant, s'il y a des difficultés, particulières qui sont relevées, et l'occasion de faire de la psychoéducation avec les parents, pour notamment encourager à la scolarité, à la propreté, expliquer aux parents comment se comporter avec un enfant qui souffre de traumatisme et qui éventuellement aurait des émotions qui seraient absolument plus régulées. Et plutôt que de battre un enfant, comment le conforter, quels sont les besoins essentiels des enfants, et toutes ces thématiques-là. Et alors, si un enfant a particulièrement des symptômes de stress post-traumatique, on interviendra plus avec des thérapies individuelles de type EMDR pour la désensibilisation du trauma.
Avant chaque prise en charge d'un groupe d'enfants, nous les évaluons. Nous les évaluons sur une échelle de stress post-traumatique, sur une échelle de dissociation, sur une échelle de détresse parentale, parce qu'on sait à quel point la détresse d'un parent peut influencer la résilience d'un enfant. Nous les évaluons aussi avec un outil qu'on appelle le pentagone d'équilibre, qui est un outil qui a été construit par Véronique de Keyser et moi-même pour qu'il soit beaucoup plus facilement employable par des intervenants de terrain qui ne sont pas formés en tant que psychologues. Donc c'est un outil assez simple qui nous donne une bonne image de l'enfant au niveau de sa santé, au niveau de son intégration familiale et sociale, au niveau de son développement intellectuel, et qui nous permet aussi de pouvoir évaluer l'évolution de l'enfant et sa route vers la résilience. Ces différents tests sont passés 3 fois, une fois en début de programme, une fois en milieu de programme et une fois à la fin de programme. Et ça nous permet aussi de voir l'efficacité ou non de notre action sur les enfants, de notre action thérapeutique sur les enfants. Donc ça, c'est le volet psychologique. Alors, le volet socio-économique, c'est en aidant les mamans à pouvoir avoir une activité génératrice de revenus. Alors, j'ai remis récemment un projet en ce sens à Wallonie-Bruxelles International pour éventuellement faire que des moulins soient construits, que des mamans puissent opérer des moulins grâce à une formation donnée par l'Université de Bukavu. J'espère que ce projet aura lieu parce qu'à long terme, ça permettrait que ces mamans soient complètement autonomes pour payer les soins des enfants, la scolarité des enfants, les besoins des enfants futurs et pour en même temps pouvoir avoir un statut social meilleur et une vie meilleure que ce qu'elles n'ont aujourd'hui. Pensons donc que la remise, par exemple, de ces moulins, je dis, dans l'avenir, est-ce que ça sera pour une appartenance communautaire ou une appartenance individuelle? Le moulin, une appartenance communautaire, mais il serait opéré par les femmes du programme, les mamans des enfants du programme, à tour de rôle. À tour de rôle. Et donc, elles mettraient une petite somme sur le côté pour éventuellement réparer ce moulin, et elles auraient une petite somme qui leur permettrait d'avoir un niveau de vie plus élevé que ce qu'elles n'ont aujourd'hui, parce qu'il faut savoir qu'on agit dans un milieu de pauvreté extrême. Mais ce projet n'est pas encore d'actualité. J'espère, voilà, je croise beaucoup. Voilà, on est encore sur la première phase. Et pour la première phase, on donne une petite rémunération après chaque laine de jeu, ce qui est déjà un bon premier pas, mais ce qui ne me satisfait pas moi personnellement, parce que je ne vois pas comment autonomiser les mamans à ce moment-là pour vraiment leur permettre de suivre leur enfant à 100%. C'est pratiquement l'adage qui dit si tu me donnes un poisson, je mangerai, si voilà. tu m'apprends un péché, je n'aurai plus faim. Exactement. Entre-temps, donc, c'est-à-dire c'est amener ces mamans-là à pouvoir participer dans différentes activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent enfin s'occuper de leurs enfants. Bien Et sûr. sur le plan, effectivement, du suivi de ces enfants, la plupart de ces enfants ont été violés lorsqu'ils avaient moins de 5 ans. Et donc, dans ces milieux-là, est-ce qu'il y a un suivi spécial qui saura, par exemple, qu'une fois 19, 20 ans, ces enfants peuvent évoluer strictement dans leur communauté et devenir des grandes dames dans ce pays? Alors, ces enfants-là sont les enfants de la phase 1 du programme. Nous sommes aujourd'hui à la phase 2 du programme où nous avons majoritairement des enfants nés de violences sexuelles. Ces enfants qui ont terminé le programme étaient les enfants du Kavumo. Qui ont été prises en charge très rapidement par le programme et qui sont aujourd'hui sortis du programme après 3 ans de prise en charge. Quand on prend en charge l'enfant, on prend évidemment aussi en charge la maman. Parce que la maman, elle a été traumatisée du fait que son enfant a été violé. Et comme vous le savez très bien, toute la communauté a été traumatisée d'ailleurs. Donc on a vraiment agi à tous les niveaux. Aujourd'hui, ces enfants, et ça se montre sur les tests notamment, mais ça se montre aussi sur l'observation clinique, ces enfants vont bien. Ces enfants vont à l'école, ils réussissent en majorité beaucoup mieux que ceux de la communauté
générale. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour le moment. Je suis toujours très prudente parce que c'est pour le moment. Maintenant, ces enfants vont, comme nous avons pris des assistantes psychosociales et des psychologues du milieu, ces enfants savent très bien, et ces parents savent très bien que s'il y a un problème avec l'enfant, ils peuvent toujours retourner auprès de l'assistante sociale ou de la psychologue pour exprimer leurs besoins ou leurs problèmes ou leurs difficultés. Et nous continuons à les suivre de façon annuelle, une fois par an. Ces enfants sont encore évalués par les tests que nous avons employés auparavant. Et donc, on aura une idée de comment l'enfant évolue, mais bien sûr, ces enfants étaient très jeunes. En moyenne, on parlait d'enfants de 6-7 ans qui ont aujourd'hui 10-12 ans. Il va y avoir des périodes extrêmement difficiles pour ces enfants. On sait, des périodes charnières qui sont la puberté, qui sont éventuellement un mariage, où là, tout peut basculer, on ne sait pas. Mais on leur a donné, on a essayé en tout cas de leur donner beaucoup de ressources internes et externes pour qu'ils puissent vivre ces périodes difficiles le mieux possible. Alors donc la scolarité est un point effectivement très très important aussi. Et au niveau juridique, pour les enfants de la phase 1, nous avons encouragé les mamans à porter plainte et l'équipe de EPA a été extrêmement présente quand le procès du député provincial a eu lieu, Très bien, oui. où les enfants ont été obligés de témoigner. Et il faut savoir qu'un enfant qui témoigne est un enfant qui revit son trauma. Donc nous avons, c'était une période extrêmement difficile pour ces enfants, parce que de un, les familles étaient menacées. Les enfants vivaient cette menace au quotidien. Je pense même qu'il y avait eu un enfant à un moment donné qui avait été kidnappé pour ne pas qu'il témoigne. Donc toutes ces familles avaient peur. On a dû les regrouper dans une maison pour les protéger. Donc ils étaient déplacés en dehors de leur contexte. Et en plus, par le récit, cet enfant revivait son traumatisme. Et là, on a vu dans les résultats, que ce soit les observations cliniques, que ce soit les résultats des tests psychologiques, qu'il y a eu une énorme décompensation psychologique à ce moment-là. Et on a dû accompagner beaucoup plus ces enfants en individuel à ce moment-là. Et donc, ça nous a mis vraiment beaucoup de mois à récupérer le niveau d'avant le procès que les enfants avaient. Ça, c'est pour les enfants de la phase 1. Pour les enfants de la phase 2, nous agissons pour qu'ils puissent être enregistrés à l'état civil. Un enfant qui n'a pas de père n'a normalement pas droit à une identité sans nom de père, par la loi congolaise. Et donc là, nous avons payé... Et surtout qu'un enfant né du viol est souvent caché. Une femme ne va pas dévoiler son viol, et donc elle va essayer le plus longtemps possible de cacher cet enfant, et donc elle n'ira pas l'enregistrer. Et passé certains mois, il faut payer un enregistrement à l'état civil. Et donc nous avons encouragé les mamans et nous avons aidé à enregistrer leur enfant en leur donnant le nom qu'elles souhaitaient leur donner. Et souvent, c'était d'ailleurs le nom d'un grand-père, le nom d'un oncle. Et cette démarche administrative et juridique a fait que a eu énormément d'influence sur le psychologique. Parce que ces mamans, juste après avoir enregistré leur enfant à l'état civil, qui leur donnait une place dans la communauté, ils étaient enfin reconnus par la société, par la communauté, avaient droit à l'école plus que primaire, l'école secondaire, elles en étaient fières. Et au niveau de l'attachement maman-enfant, il y a eu un effet, mais qui était au-delà de mes espérances. Et donc ça a été une démarche qui a été très importante et qui était une démarche qu'on a encouragée dès le départ du programme de la phase 2. Donc je pense que c'est un peu difficile d'être très structuré parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent les uns dans les autres. Mais nous respectons vraiment ces 4 piliers qui sont tellement interconnectés et tellement importants. Alors nous faisons aussi des campagnes de prévention parce que les communautés sont touchées, mine de rien. Et donc par les campagnes de prévention, nous agissons sur notamment la stigmatisation, donc en expliquant aux communautés qu'une victime de violences sexuelles est une victime et n'est pas une coupable, et qu'il faut la traiter en tant que victime.
Et puis, suite à ça, nous avons fait pas mal de campagnes de sensibilisation sur l'égalité des genres, le respect homme-femme, sur l'éducation des enfants, sur l'enregistrement, pousser tous les parents à enregistrer leurs enfants au registre national. Donc ça, c'est un autre volet qu'on a et on essaye que ces campagnes de prévention touchent plus que les mamans de notre programme, un maximum de personnes. Donc nous invitons les autorités de la communauté, mais nous invitons aussi des parents extérieurs au programme. Et pour certaines campagnes de prévention plus importantes, nous essayons d'inviter une radio pour qu'elle soit retransmise à la radio et donc puisse aller beaucoup plus loin que nos villages. Au moins les nouvelles racontent les personnes dans leur maison. Voilà. Et alors pour la scolarisation, nous travaillons aussi avec les enseignants parce que ces enseignants ne savent pas comment il faut accompagner un enfant qui tout d'un coup serait identifié comme plus difficile. Mais s'il est plus difficile, il faut aller chercher la cause. Et si c'est un enfant qui est victime de violences sexuelles, il pourrait très bien avoir du mal à gérer ses émotions et tout d'un coup partir en crise dans quelque chose qui est complètement inhabituel pour l'enseignant. Et tout enseignant congolais essaiera plutôt de le mettre dehors, à la porte, au mieux, au pire, lui donnera des coups, alors que cet enfant a besoin de tout sauf de ça. On va le renforcer dans son traumatisme si on n'agit pas correctement avec cet enfant. Correctement, j'entends, de manière adaptée. Et donc, nous faisons des ateliers de prévention avec les enseignants aussi. Formidable. De par tout ce travail que vous faites avec la Fondation Panzi dans ces domaines, comment vous sentez comment je peux dire, la redevabilité de la Fondation par rapport à ce qu'ils font sur le terrain? Comment le personnel à la Fondation, comment ils prennent les projets, comment ils comprennent, comment ils suivent? Alors, moi je suis impressionnée d'abord par tout le travail de la Fondation Panzi qui fait un travail extraordinaire et sans la Fondation Panzi, on n'aurait jamais pu faire le travail qu'on fait dans les villages. Donc la Fondation Panzi supporte extrêmement bien notre programme et notre équipe est engagée par la Fondation Panzi et est en interaction avec les autres acteurs de la Fondation Panzi. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il y a une collaboration. Et donc, par exemple, pour tous les aspects juridiques, on travaille avec les cliniques juridiques. Pour les aspects médicaux, la coordinatrice de projet va rechercher d'autres projets et notamment le projet Amadé qui a été aussi au sein de la Fondation Panzi, qui a pu aider pour tout ce qui est soins médicaux. Parce qu'un projet, souvent, ne se suffit pas à lui-même. Et ce serait bien dommage aussi de ne pas profiter des uns des autres en termes d'aide humanitaire. Ici, on n'est pas sur un terrain d'égoïsme et de self-esteem, on est vraiment sur un terrain de collaboration. Et donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, très bien. mais les acteurs de la Fondation Panzi sur le terrain sont d'une grande aide. À la Fondation Panzi sont d'une grande aide. Ici, maintenant, je suis là pour quelques jours. Nous avons reçu un local pour pouvoir faire les formations pour notre équipe. Il y a des équipes de l'hôpital de Panzi qui vont venir ici pour pouvoir jouir de ces formations. Et je pense que c'est vraiment très important qu'on soit tous interconnectés, qu'on se soutienne tous et qu'on puisse tous profiter de ce qui s'y passe, de ce qui se passe à la Fondation Panzi. Je vais juste poser une dernière question. Est-ce que vous vous sentez intégré à pouvoir faire votre travail comme il le faut dans notre pays par rapport à toute la situation et l'environnement dans lequel nous évoluons? Est-ce que je n'ai pas déjà répondu à cette question finalement en te montrant tout ce qu'on a pu déjà réaliser? Moi, je me sens presque chez moi ici. Formidable. Je me sens tellement appuyée par le docteur d'abord, en premier lieu. Nous sommes venus pour l'appuyer, mais en fait c'est lui qui nous appuie beaucoup encore aujourd'hui, qui soutient extrêmement fort notre projet et qui soutient sa communauté de façon extraordinaire. Et je me sens soutenue par chaque acteur que je rencontre ici, que ce soit à l'hôpital, que ce soit ici. À chaque fois que nous avons
des interrogations, des difficultés, il n'y a aucun problème pour les exprimer et on essaiera toujours de nous aider et on a toujours trouvé des solutions. Et ça, c'est grâce à vous tous. Un mot au docteur Mukwege? Mais je trouve que c'est un homme fantastique et qui fait extrêmement beaucoup d'efforts pour les siens et j'espère qu'il gardera la santé parce que je vois qu'il y met mais tout son cœur, toute son intelligence et toute son empathie. Et j'ai peur parfois pour lui parce que parfois c'est trop. Et surtout qu'il se préserve et qu'il continue son combat parce que son combat en vaut la peine. Le Congo est un pays qui mérite des hommes comme le docteur Mukwege et surtout la population du Congo mérite qu'on puisse l'aider à sortir de ces conflits et à retrouver une paix et un niveau de vie qui est quand même meilleur que ce qu'il a actuellement. Madame, nous sommes très fiers de vous. Merci, mais je pense que vous pouvez être fiers de vous surtout. Nous sommes très fiers. Merci. Merci, Crispin.